L'échiquier international, bienvenue à vous. Allez dans les interstices du passé pour mieux cerner le présent, certains pans de l'histoire qu'on a pu nous cacher, car paraît-il, celle-ci est souvent écrite par les vainqueurs. Avez-vous, par exemple, entendu parler de l'accord Avara, ou l'accord dit de transfert, thématique qui se fait rare dans les discussions médiatiques outre-méditerranéennes, car il est question tout bonnement d'une entente entre les autorités nazies et la Fédération juive d'Allemagne signée en août 1933, où il est question de faciliter l'émigration juive allemande vers la Palestine, encore sous mandat britannique. Le nazisme et le sionisme ont été, oui, à un moment donné, des alliés objectifs jusqu'aux années 1943. Chacun y trouve un intérêt, certains sionistes pour sortir d'Allemagne et le régime du Troisième Reich pour se débarrasser de ces juifs et surtout contourner le boycott orchestré par les sionistes américains. On va en parler. Pourquoi ce deal entre sionistes et autorités nazies et quels en sont les autres détails? Pourquoi c'est passé sous silence? Dans quel contexte a-t-il été conclu? Qui en sont les signataires et surtout, et cela nous intéresse directement, quel lien avec ce qui se passe actuellement à Gaza? On en parle et c'est tout de suite. Entre le milieu des années 30 et le milieu des années 40, cette entente, l'accord Avara entre le régime nazi et les sionistes allemands, on en parle avec le docteur en sciences politiques et essayiste Pierre Hilard. Pierre Hilard, bonsoir. Bonsoir monsieur, et merci de me recevoir. Merci d'être des nôtres. Alors Pierre Hilard, contexte oblige, 1933, Hitler arrive au pouvoir. Très vite, il met en place un plan de pression sur les Juifs, interdiction d'occuper par exemple des fonctions publiques. Les magasins aussi sont boycottés. Aux États-Unis, on réagit à ces mesures. En tout cas, les Juifs s'organisent par rapport à cette pression. Les sionistes américains, emmenés par le rabbin Stefan Weiss, appellent un boycott de l'Allemagne, même si le mot n'est pas prononcé. Un boycott vu par les Allemands, par le régime nazi, comme étant une menace, car l'économie allemande est au plus mal. En Palestine, l'immigration sioniste est en train de s'essouffler par manque de moyens. Et c'est là que les deux courants, sionistes et nazis, trouvent un commun accord. C'est bien de là que pourrait démarrer ou commencer ou débuter le fameux accord Avara. En effet, alors c'est une vaste histoire qui est méconnue, largement méconnue en France et je pense aussi dans les pays musulmans. Et donc grâce à vous, il est possible de faire connaître, de diffuser cette information. Effectivement, il y a eu en août 1933 un accord conclu entre les autorités du Troisième Reich et la Fédération sioniste allemande. Alors, un petit rappel avant août 1933, donc comme vous l'avez rappelé, Hitler arrive au pouvoir janvier 1933. Et vu le caractère antisémite du régime, il y a de la part de nombreuses organisations juives, sionistes et non sionistes, une politique, rebelle à l'égard du régime nazi. Et d'ailleurs, cela se traduit par la mise en place d'un boycott de la part de nombreux pays, en priorité anglo-saxons évidemment, pour empêcher et bloquer les exportations allemandes, vitales pour l'économie du pays, surtout en période de crise. L'Allemagne a subi de plein fouet la crise de 1929. Et là, si les choses continuent ainsi, l'Allemagne coule et le régime nazi avec. Et il va avoir des rivalités, et ça vraiment j'insiste là-dessus, au sein de différents courants juifs, sionistes et non sionistes, entre ceux qui veulent vraiment poursuivre une politique contre l'Allemagne, et vous avez un journal anglais, d'ailleurs je l'ai mis dans mon livre, le sionisme et le mondialisme, un document qui est le Daily Express, de mars 1933, la Judée déclare la guerre à l'Allemagne, donc c'est le tout début de l'année 1933. Et vous avez des représentants sionistes qui veulent profiter de la situation sioniste allemande en particulier pour conclure un accord. Et ils vont obtenir, je vais être obligé d'être rapide et de dire citer quelques éléments, ne pas tout dire vu le caractère vaste du sujet, ils vont obtenir, suite à des tractations avec les autorités politiques allemandes, un accord qui s'étale sur plusieurs mois. Alors, rapidement, il faut savoir que le sionisme, c'est Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, 1860-1904. Et j'ai eu la chance de présenter l'intégralité des carnets complets de Theodor Herzl,
qui sont au sionisme que la Bible au christianisme, le Coran à l'islam, c'est-à-dire les textes fondateurs du sionisme. Et j'ai, dans ce livre, Sionisme et mondialisme, présenté dans une première partie la synthèse de ces carnets. Et dans la deuxième partie, les relations entre nazis et sionistes et la période avant 1933, car il y a eu 3 éléments qui ont posé les fondations. Le premier, c'est à partir de 1918, la création d'un institut qui va s'appeler Échaluse, pionnier, pour favoriser la formation dans le domaine agricole des personnes envoyées en Palestine pour mettre en valeur le territoire. Et il y a un personnage qui va jouer un grand rôle qui s'appelait Chaim Arlosorov, si j'ai le temps peut-être d'en parler tout à l'heure, qui a été assassiné en 1933 dans des conditions assez obscures. Et donc cet institut Échaluse joue un rôle pour la promotion de l'agriculture donc en Palestine sous mandat britannique. Le deuxième point, c'est, vous allez voir, c'est très moderne, c'est la création en 1920 de Keren Hayesod. C'est un institut qui a pour charge de récolter des dons pour favoriser l'implantation du sionisme en Palestine. Et il faut savoir qu'à cette époque, le grand-père de Benjamin Netanyahou était un des membres dirigeants de Keren Hayesod. Donc pour comprendre la situation actuelle en Israël et avec ce qui se passe à Gaza, où les Gazaouis se font littéralement écrabouiller, il faut connaître d'abord un peu le passé. Et le troisième élément, c'est la création en 1929 de l'Agence juive, qui est le gouvernement avant l'heure de l'État d'Israël, qui ne verra le jour qu'en 1948. Et au sein de cette agence juive, il y a entre autres Chaim Weizmann, qui va devenir le premier président de l'État d'Israël, mais vous avez aussi Félix Warburg, qui est un financier juif américain très puissant, dont le frère Paul Warburg, citoyen américain aussi, comme son frère Félix, est à l'origine de la création de la Fed en 1913. La Banque fédérale américaine. Vous avez un troisième, larron, un autre frère, Max Warburg, qui lui est resté en Allemagne, citoyen allemand, et qui va jouer un rôle pour favoriser la diffusion du sionisme. Et parmi les membres de l'agence juive, alors je vous dirai ça après, mais si j'ai le temps de le dire, et parmi dans cette agence juive, vous avez aussi Albert Einstein et Léon Blum, qui deviendra président du Conseil français en 1936 avec le Front populaire. Et c'est ce même Léon Blum qui, à son arrivée au pouvoir en 1936, qui va faire déplacer la Haganah, qui est le service d'espionnage du sionisme, de Londres à Paris. Alors je tiens à préciser que mon livre Sionisme et mondialisme aux éditions donc Nouvelle Terre, j'ai mis beaucoup d'annexes, les originaux en allemand et tout traduit en français, ce qui fait que l'original prouve. Alors, et donc ces 3 secteurs vont aider donc à partir de 1933 la création, le lancement de l'accord d'Avara. Alors je vous laisse continuer. En juin 33 justement, on s'arrête à juin 33, face aux mesures anti-juives du régime nazi, un boycott mondial donc s'organise. Une partie du mouvement sioniste à ce moment rédige un texte à l'endroit des autorités nazies en mettant en exergue les points communs entre nazisme et sionisme, comme la pureté de la race ou la renaissance nationale, les racines religieuses, les mesures anti-métissage. Donc vous, ce que vous dites, c'est que ce mouvement est presque un mouvement en tout cas occidental, mais en tout cas mondialiste, parce que vous parlez de Léon Blum, vous parlez des frères Warburg, les frères Warburg aussi qui ont contribué au financement de la montée du nazisme, selon Anthony Sutton, on le rappelle. Oui, ils ont joué un rôle, en tout cas Max Warburg. Alors effectivement, je ne vais pas citer, j'ai mis l'intégralité du document, l'original en allemand et traduit en français. Alors, c'est un document rédigé en juin 1933. Certains disent qu'il a été remis à Adolf Hitler, d'autres à d'autres dirigeants nazis, mais en fait, ce texte, une chose est sûre, a été remis à des personnes, des hauts dirigeants du nazisme. Je vous cite un court extrait de ce document rédigé par la Fédération sioniste allemande du mois de juin 1933. Je le cite. « Notre engagement pour la notion du peuple juif établit un rapport sain et honnête avec le peuple allemand et sa situation nationale et raciale. C'est justement parce que nous ne souhaitons pas falsifier ce fondement, parce que nous sommes, nous aussi, contre les mariages mixtes et pour le maintien de la pureté de nature juive et refusons les transgressions dans le domaine culturel, que nous pouvons, alors que nous avons été élevés dans la langue et la culture allemande, participer avec admiration et empathie aux œuvres et valeurs de la culture allemande. » J'ajoute un autre élément.
Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933 et vous avez un document. Alors, le journal allemand, le journal de la Fédération sioniste allemande, s'appelait le Jüdische Rundschau. Et je vais vous montrer un document, le journal de mars 1933, où vous avez, alors c'est l'original, ici, alors hop, 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 Voilà, on Tragt ihn mit Stolz den gelben Fleck. Donc, article en première page de Jüdische Rundschau du 4 avril 1933, traduit en français dans la suite de l'annexe. Portez-la donc avec fierté cette marque jaune, parce que le régime nazi avait imposé le port de l'étoile jaune. Il va avoir donc un accord, mais alors, je tiens à préciser, cet accord n'a pas été acquis avec facilité. Il y a eu plein de tentatives pour, en fait, il y a eu différentes factions juives et même au sein du régime, du système sioniste, vous avez des rivalités internes entre ceux qui voulaient, j'allais dire, s'accaparer les arrangements. En fait, la finalité du projet était de bloquer les avoirs juifs en Allemagne, et ces avoirs bloqués permettaient le financement du transfert de juifs germanophones de l'Allemagne vers la Palestine sous mandat britannique. Alors, pardonnez-moi. Et auparavant, ces juifs germanophones devaient suivre une formation dans le domaine agricole, horticole, pour obtenir un certificat leur donnant le droit ensuite de migrer vers la Palestine. Pour nos téléspectateurs, alors vous racontez très bien ça dans votre livre Sionisme et mondialisme. Vous parlez donc des négociations âpres entre sionistes et dignitaires nazis. Hermann Göring, le numéro 2 ministre de l'Intérieur, est dans les discussions avec un certain Sam Cohen qui négocie pour les intérêts sionistes. Alors, il s'agit de laisser partir d'abord des juifs fortunés qui sont malheureusement une manne importante pour l'économie nazie qui n'est pas de bon augure. Alors que stipule l'accord Avara, qui est un mécanisme financier? Les juifs allemands qui souhaitent immigrer en Palestine bloquent une somme dans les banques allemandes. Cette somme bloquée sert à acheter des marchandises allemandes qui sont expédiées en Palestine. Là-bas, une entreprise juive les revend et le produit de la tractation donc est mis dans un fonds. Et les Juifs, une fois arrivés en Palestine, récupèrent leurs fonds. Mais certains sionistes de tendance révisionniste ne voient pas cette entente d'un bon œil. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous les Juifs ne sont pas d'accord avec cet accord Avara. Oui, alors déjà, il y a eu le fait que vous avez eu des Juifs anglo-saxons qui étaient farouchement opposés à cet accord. Et puis, vous avez eu un juif américain qui s'appelait le rabbin Stephen Weiss, qui était l'ancien collaborateur de Theodor Herzl, qui s'est officiellement opposé à cet accord et qui voulait en tout cas empêcher le boycott des produits allemands, mais qui en sous-main a joué un double rôle pour favoriser la mise en forme de cet accord, la Havara, transfert en français. Et donc, il y a eu vraiment des tractations immenses. Vous avez cité Sam Cohen, qui est un homme hors norme par son intelligence, mais il était aussi en rivalité avec une autre personne que j'ai citée, le fameux Chaim Arlosorov, qui est à l'origine de la création de Echalouz, donc pionnier pour tout ce qui est l'agriculture, et qui sera assassiné sur une plage de Tel Aviv, de la région de Tel Aviv en tout cas, en 1933. Donc il y a eu des bagarres dans le sang. Et donc il y a vraiment eu cet accord qui est arrivé donc, qui a été mis en place à partir d'août 1933, et là vraiment j'insiste, il y a eu donc une formation de juifs germanophones, et cet accord a duré de août 1933 à avril 1941. Et il y a des moments où quand même on peut être très surpris. Il faut savoir que, je cite à un moment donné, un juif autrichien qui a, dans sa jeunesse, dans les années 30, a participé au flux migratoire de juifs germanophones ayant d'abord été formés et ensuite envoyé en Palestine, et ce juif autrichien va devenir, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, citoyen israélien. Il sera entre autres ambassadeur d'Israël à Rome, il travaillera au sein de la commission de la défense de la Knesset, le Parlement israélien, et il est l'auteur, il s'appelait Ehud Avriel, il est l'auteur d'un ouvrage sorti en 1975, Open the Gates, ouvrez les portes, livre préfacé par le premier ministre israélien de l'époque, qui s'appelait
J'ai un trou de mémoire. De quelle année? La femme Premier ministre israélien, c'est un trou de mémoire, Ça va vous revenir, on reviendra. Golda Meir, voilà, pardon, ce trou de mémoire temporaire. Et donc Golda Meir préface ce livre. Et pourquoi? Parce qu'elle aussi était au courant de tous ces travaux et pour favoriser ce flux migratoire juif germanophone vers donc la Palestine sous mandat britannique. Et je vous dis, le livre Open the Gate, je donne même la référence, c'est page 29. Ehud Avriel précise que la représentation sioniste en 1938 à Vienne, rue Marc Aurèle, était située exactement en face du siège de la Gestapo et qu'il prenait rendez-vous, donc il n'avait qu'à traverser la rue, avec les dirigeants de la Gestapo pour délibérer du nombre de juifs germanophones envoyés de l'Allemagne vers la Palestine. Il y a eu vraiment une coopération qui était malgré tout aussi parfois émaillée de tensions, mais une coopération véritable. Et pour vous montrer, et c'est ça qui en plus qui m'a sidéré dans cette histoire, donc je précise pour les personnes qui écouteront cette émission que les documents que j'utilise viennent tous soit de la Fédération suisse allemande, entre le journal de la Fédération sioniste allemande, le Jüdische Rundschau, soit d'instituts américains, anglais ou israéliens qui combattent tout ce qui est Shoah et qui mettent à l'honneur, la communauté juive. Donc j'ai utilisé leurs documents, voilà. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle des kibbutz, ce sont donc des entités collectivistes sionistes qui ont fleuri en Israël, il faut savoir que les premiers kibbutz n'ont pas été créés en Israël, mais en Allemagne nazie. Et entre autres, et je cite le document de référence, vous avez un certain Pino Ginzburg qui envoie une lettre à l'agence juive en Palestine pour avoir des professeurs envoyés dans un kibbutz en Allemagne, parlant l'allemand et pouvant aussi entretenir de bonnes relations avec les autorités locales. Donc bien savoir que les premiers kibbutz ont été créés suite à cet accord d'Avara en août 1933 en Allemagne nazie pour favoriser la formation de ces personnes. Et j'ajoute un autre élément. Alors là, les personnes qui nous écoutent vont sûrement sursauter. Il y a eu, parmi les acteurs nazis pour favoriser ce flux migratoire de juifs germanophones vers la Palestine, un certain Adolf Eichmann. Adolf Eichmann qui sera, après la Seconde Guerre mondiale, capturé par le Mossad à Buenos Aires, israélien, qui sera jugé et condamné à mort en 1962. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend? Que le bras droit d'Adolf Eichmann, qui s'appelait Berthold Storfer, était juif. Un juif qui s'était converti, arrivé à l'âge adulte, au catholicisme, et pour les nazis, un juif converti au catholicisme ou au protestantisme restait un juif. Et il a terminé sa vie en novembre 1944 à Auschwitz. Mais avant, il était le bras droit. Je vais même citer l'expression utilisée par Ehud Avriel, que j'ai nommé, le fameux auteur du livre Open the Gates, préfacé par le premier ministre israélien de l'époque en 1975, donc Golda Meir. Il parle de Berthold Storfer comme l'assistant, c'est le mot qu'il utilise, l'assistant de Adolf Eichmann. Donc pour montrer qu'il y a eu une collusion, avec quelquefois des tensions, mais une collusion étroite pour favoriser donc ce flux migratoire. Et il y a eu environ à peu près 60 à 70 000 juifs germanophones à s'installer en Palestine entre août 1933 et avril 1941. Et ces juifs germanophones formés aux techniques agricoles, horticoles, etc. Alors allons plus loin. Ont constitué le socle de la jeune économie israélienne, voyons le jour en 1948. Alors les liens entre le sionisme et les nazis, vous les avez étayés avec des faits, des documents qu'on retrouve dans vos ouvrages, et notamment Sionisme et mondialisme, que j'invite aux téléspectateurs de s'y plonger pour découvrir encore amplement
ce mariage honteux entre les deux courants. Et vous nous faites découvrir aussi dans un autre livre le cas du rabbin Lubavitch Schneerson. Et ce que vous nous rapportez par rapport à ce rabbin Schneerson est assez déroutant. C'est un rabbin Lubavitch. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ça peut illustrer également cette proximité ou ce métissage, on va dire, entre le courant sioniste et nazi. Monsieur Boazis, permettez-moi, avant de répondre à votre question, ce petit rajout. J'ai présenté la couverture du livre et vous avez en particulier recto verso une médaille qui a été frappée en 1934 par le patron, le ministre de la propagande allemande, Goebbels. D'un côté, l'étoile de David et de l'autre côté, la croix gammée, où vous avez en fait eu en 1934, les représentants sionistes, qui s'appelait Kurt Tuchler, qui a, avec sa femme, accompagné un SS qui s'appelait Leopold von Mittenstein, accompagné lui aussi de son épouse, qui sont allés en Palestine pour visiter, en 1934 donc, les kibbutz. Et le SS Leopold von Mittenstein est revenu en Allemagne et il a écrit plusieurs articles dans la revue du ministre de la propagande Goebbels, qui s'appelait Der Angriff, et ce dernier, pour célébrer cet accord à Havara, a frappé cette médaille, donc recto verso, avec une étoile de David de l'autre côté la croix gammée, et en allemand d'un côté vous avez un nazi se rend en Palestine, et de l'autre côté, et le raconte dans l'Angriff, donc là, le journal du Troisième Reich. Et maintenant, je réponds à votre question. Alors, je prolonge ma question. Pardonnez-moi, je prolonge ma question. Allez-y. Vous avez brossé le portrait donc de Schneerson dans votre dernier livre et vous parlez de son poids dans l'histoire récente ou contemporaine. Vous avez brossé également des figures messianistes juives dont l'effet est toujours prégnant. Je prolonge ma question. Dans quelle catégorie placez-vous le cercle dit messianiste entourant Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir? L'ancien ambassadeur sioniste Eli Barnavi parle de Netanyahou comme l'incarnation du diable, c'était hier. Voilà, je vous fais une petite synthèse de mes questions et je vous laisse répondre, c'est ma dernière question. Alors, il faut savoir que le rabbin Schneerson, donc, qui était le patron des Lubavitch, qui est mort en 1994, a désigné Benjamin Netanyahou comme l'homme qui remettrait le sceptre au Mashiach, au Messie, parce que ces courants messianiques juifs estiment que le Messie va arriver pour apporter la gloire à Israël aux dépens des nations. Je ne fais que reprendre leurs propos. Et dans cette histoire, cette chose ne peut se faire que dans le chaos. Et vous avez donc ces courants messianistes qui entourent Benjamin Netanyahou, qui veulent en fait rétablir, alors c'est une chose à comprendre, dans la pensée Lubavitch, vous avez cette idée que l'intégrité de la terre d'Israël est inséparable de l'intégrité de la Torah. Et donc, il faut à tout prix, selon eux, pour qu'il y ait retour du Mashiach, il faut intégrité du territoire juif, c'est-à-dire la Judée et la Samarie, la Cisjordanie, et Gaza, réintégrée dans le corps territorial israélien. Il faut détruire la mosquée Al-Aqsa pour construire le temple. Le troisième temple. Troisième temple, et il faut favoriser aussi, toujours selon les Lubavitch, et mettre en valeur le noachisme. Le noachisme, c'est une religion, je mets des guillemets, qui est constituée de 7 lois pour les non-juifs, c'est-à-dire quand même 8 milliards d'habitants. Et dans cette histoire, ils disent, et je ne fais que vraiment reprendre les propos, et j'ai mis les sources, que lorsqu'ils auront, selon eux, réussi, c'est-à-dire avec l'arrivée du Mashiach, instaurant la gloire d'Israël, etc., eh bien, ces lois noachites seront appliquées et que toute désobéissance à une de ces 7 lois se termine par la peine de mort, plus exactement par décapitation. Alors, pour précision, pour les personnes qui écouteront cette émission, il faut savoir que mon livre comprend l'Empire Lubavitch. Et ce livre-là est disponible uniquement sur Book Édition. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Hillard. On arrive malheureusement à la fin de notre entretien. C'était très passionnant. J'espère à bientôt pour poursuivre cette discussion. Il y a tellement de choses à dire. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Merci chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Al24 News et je vous dis à demain.